toutes et à tous la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 7 du Tour de France 2020, une étape qui relie aujourd'hui Millau à Lavore pour un total de 168 km. La team, on suit en intégralité le Tour de France 2020 sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre en intégralité le Tour de France 2020. Et donc on s'écarte pas plus longtemps du sujet de la vidéo, c'est parti pour cette étape. Alors aujourd'hui on avait à faire une étape vallonnée dans sa première partie, puis très plate dans sa dernière partie, mais une étape tendue pour les coureurs tout simplement parce qu'il y avait un gros risque de coup de bordure après Castres tout simplement sur le profil de l'étape. Alors, au début de l'étape, on a eu tout simplement l'attaque de Benoît Cosnefroy, le maillot à pois, qui voulait tout simplement aller prendre des points dans la côte de Luzanzon. 2 points pour le premier, tout simplement, qui allait en haut de la côte. Il a été accompagné du rouleur de la CCC Michael Scher, et Lilian Calmejane a également essayé d'attaquer, sachant qu'il était aujourd'hui sur ses terres. Mais là, Bora Hansgrohe plutôt en a décidé autrement avec tout simplement cette équipe qui s'est mis à rouler en tête du peloton pour tout simplement Peter Sagan qui a été plusieurs fois champion du monde, qui a voulu tout simplement sur un terrain assez vallonné éliminer ses principaux adversaires au maillot vert, au maillot du meilleur sprinter. Donc Cosnefroy et Michael Scher ont formé un duo pendant quelques kilomètres, puis Michael Scher s'est relevé, il ne pouvait pas tout simplement rouler aussi fort sur des pentes tout simplement assez importantes dans la côte de Luzanzon, et le peloton qui roulait très fort derrière, donc l'échappée n'a pas pu se former. Lilian Calmejane non plus, il s'est relevé, Michael Scher aussi, et c'est Benoît Cosnefroy qui a continué tout seul pour aller prendre 2 points en haut de la côte, puis il s'est mis dans le peloton, et dans le peloton tout simplement on a eu des groupes qui se sont formés, des sprinters qui ont été lâchés, ça a été le cas de Caleb Ewan, ça a été le cas du maillot vert également. Ça a été le cas de plusieurs sprinters qui n'ont pas pu suivre le rythme du peloton. Elia Viviani par exemple, Sam Bennett non plus le maillot vert. Et donc Peter Sagan a continué à rouler avec son équipe Bora Hansgrohe jusqu'au sprint intermédiaire où le sprint a été disputé. C'est Matteo Trentin qui a pris la première place, Peter Sagan seulement la deuxième place, assez décevant. Et la Bora a continué à mettre en route, sachant qu'il y avait plein de sprinters de lâcher. Dans le col de Péronang, tout simplement, on a eu une petite ascension qui a été faite sur un rythme plus calme pour le peloton parce que les écarts étaient faits avec les 2 autres groupes derrière. Donc tout simplement on avait 3 pelotons. Les pelotons souvent étaient en file indienne, c'est comme ça que des petits coups de bordure ont pu également se former. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, à 133 km de l'arrivée, le groupe maillot vert, qui était le groupe de poursuivants, on va dire, le peloton de poursuivants, avait 40 secondes de retard sur le peloton maillot jaune, et le groupe Caleb Ewan avait 2 minutes 11 de retard sur le peloton. Au sprint intermédiaire, donc comme on l'a vu, c'est Trentin qui a pris la première place, Sagan deuxième et Brian Cocard troisième quand même. On a eu l'attaque de Thomas de Gendt à 68 km de l'arrivée. Il a poursuivi à 62 km de l'arrivée. Il avait 43 secondes quand même d'avance sur le peloton. Et ensuite il s'est fait reprendre par le peloton, notamment Ineos qui a roulé très fort à l'avant pour, à la sortie de Castres, éviter à tout prix les coups de bordure pour son leader Egan Bernal ou encore Richard Carapaz, co-leader. Donc à 33 km de l'arrivée, on a assisté au premier coup de bordure. On a eu notamment 3 leaders qui ont été piégés très rapidement. Ça a été le cas du maillot blanc Pogacar. Landa a également été piégé pour la Bahreïn et Richie Porte pour la Trek. Ça a été un coup de bordure assez fort, mené notamment par la Jumbo-Visma. Thibaut Pinot a roulé en personne, Julien Lafilippe, Primoz Roglic. La Jumbo, la Astana sont des équipes qui ont beaucoup roulé, collaboré notamment pour reléguer les 3 leaders que je vous ai cités assez loin au général. À 15 km de l'arrivée, on avait 58 secondes de retard pour le groupe Pogacar, Landa, Porte, et également Carapaz qui a été victime d'une crevaison et qui a été très vite rattrapé par le groupe Pogacar. Le groupe maillot vert à ce moment-là était à plus de 10 minutes pour vous donner un petit ordre des écarts. Alors on assistait tout simplement à un sprint massif en petit comité tout simplement, avec tout simplement Wout van Aert qui a été le plus rapide. Wout van Aert qui est impressionnant, qui n'avait pas eu beaucoup à rouler aujourd'hui pour Primoz Roglic, parce qu'il y avait beaucoup de jumbo qui étaient là pour protéger Roglic et aussi Dumoulin. Edvald Boasson-Hagen fait 2, un peu surprise Boasson-Hagen, un peu notamment sous-estimé parce qu'il est assez vieux maintenant, un peu moins performant, mais il fait une très bonne performance derrière Wout van Aert. Brian Cocard décevant fait 3, même en petit comité il n'a pas réussi à s'imposer
s'imposer. Il n'a pas non plus une grosse pointe de vitesse, on l'a vu notamment sur le sprint, il était un peu juste. Christophe Laporte fait 4, meilleure performance que Viviani n'ait fait sur ce Tour de France, donc peut-être que chez Cofidis on va revoir le sprint pour peut-être mettre Christophe Laporte, malgré que là c'était en petit comité, faut quand même le dire. Jasper Stuyven fait 5, Clément Venturini fait 6, Hugo Hofstetter fait 7, Egan Bernal, les leaders déjà là 8ème, Yates 9ème et Valverde 10ème. Alaphilippe, il a voulu faire le sprint, puis il a été un peu gêné par Jasper Stuyven, il s'est relevé, il a fait un signe d'énervement, mais c'était aussi peut-être pour éviter une potentielle chute. Et donc il y a eu énormément de coups de bordure, et cette fois Thibaut Pinot n'a pas été piégé, mais Thibaut Pinot était plutôt acteur, il a roulé à l'avant du peloton, tout simplement, pour permettre ces coups de bordure. Si vous voulez un petit peu voir plus de détails sur les coups de bordure, je vous mets le lien d'une vidéo explication des coups de bordure que j'avais faite sur ma chaîne YouTube en 2019. N'hésitez pas à aller la voir pour tout comprendre sur les coups de bordure. La team, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Et puis ce soir, je vais sortir une autre vidéo spéciale justement pour parler de tous les coups de bordure qu'il y a eu dans cette étape. Donc on va regarder tout ça. Allez, je vous mets le lien en tout cas de la vidéo explication coups de bordure en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt ma team. Ciao!